Ravi de vous accueillir. Et puis alors, du coup, peut-être une première question, alors qui peut paraître bien simple, mais qui permet peut-être de poser le sujet, voilà, sur ce qu'est ou ce que serait l'innovation. Puis alors, une question peut-être bizarre, mais qu'est-ce que serait une bonne innovation, une innovation opportune, vue par votre regard en tant que dirigeant pour Toyota Europe? Tout d'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et comme disait notre hôte du jour, c'est toujours très sympa de pouvoir échanger et puis regarder ce qui se passe un peu dans d'autres industries. On a une culture de l'innovation assez forte qui remonte à presque un siècle parce que Toyota était d'abord à inventer le métier à tisser avec l'idée d'avoir une innovation pour régler un problème. Donc le premier Toyota de la famille avait observé sa mère qui courbait l'échine sur le métier à tisser. Il s'est dit je dois apporter l'innovation pour régler un problème physique et un problème concret. Et puis le jour où on est devenu constructeur automobile, on a toujours été apporté par l'idée de devoir innover pour apporter une solution qui n'existait pas. Et plus récemment, pas pour faire l'historique du groupe, on a accompagné aussi cette innovation avec la transformation énergétique, puisqu'on a été le premier à annoncer la voiture hybride il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Aux États-Unis, je me souviens, il y a une photo qui est célèbre au sein du groupe, c'est comment Toyota a pu se tromper à ce point. Donc c'est parfois comme ça que l'innovation est perçue. Oser pour disrupter, mais oser aussi parce qu'on a une vision et qu'elle donne du sens à la direction d'une marque. Et puis plus récemment, c'est accompagner cette transition énergétique pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux enjeux de la planète, aux enjeux de la mobilité qui se transforment au quotidien. Plus pragmatiquement, au niveau de l'Europe, on a le souci d'être à la fois proche du client, mais de défendre les valeurs d'une marque globale. C'est pas simple parce qu'on a une vision de l'Europe géographique assez large, c'est 55 pays, c'est 37 monnaies différentes, c'est 38 langues différentes, mais à chaque fois c'est un client unique. Donc comment on structure une position de marque pour qu'elle soit cohérente, pour qu'elle soit vécue comme telle, mais en même temps restant personnalisée parce que chaque client attend une expérience qui soit unique, qui soit en phase avec ses demandes. Donc l'innovation, on essaye toujours de balancer avec quelque chose qui soit concret, c'est-à-dire comment on fixe les basiques. Avant d'innover, on a toujours quelques spécialistes dans nos organisations, des agitateurs publics numéro un qui essayent d'innover pour dire on va innover. Mais à quoi sert l'innovation? Qu'est-ce qu'on essaye de régler comme problème? Qu'est-ce que valeur ajoutée on va avoir? Donc notre première priorité, c'est toujours de définir quel est le KPI, quelle est la valeur ajoutée qu'on va générer avec l'innovation. Et je suis sûr qu'on tous, on est tenté et on est exposé à plein de solutions qui rendent l'innovation très diverse, très parfois excitante, mais en quoi l'innovation est utile pour le bien de la majorité et pour quelle valeur ajouter. Donc on est toujours balancé entre l'idée on investit, on innove, mais pourquoi faire, sans oublier qu'on a encore des basiques à fixer. C'est bien de vouloir être 2.0, c'est bien de vouloir être 1, mais si je vais dans une concession et que je ne peux pas me garer, ça reste un problème. Aujourd'hui, c'est le top 3 des problèmes des clients visitant une concession. J'ai voulu aller dans une concession, mais je n'ai pas pu me garer. Donc il faut toujours garder cette proximité avec ce qu'on appelle le Gemba, l'expérience terrain, où on balance l'innovation avec les problématiques d'aujourd'hui. Merci beaucoup, le Gemba. On évoquait la culture de Toyota, et dans les échanges aussi qu'on a pu avoir en amont, vous évoquiez aussi la nécessité pour une marque de pouvoir finalement également déployer des innovations qui soient cohérentes avec sa propre culture. Je crois que vous avez collectivement travaillé justement pour avoir une espèce de petit ami sur ce qui est culturellement compatible avec Toyota ou ce qui ne le serait pas. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette démarche que vous avez eue? Ce qu'on a essayé de faire ces dernières années, c'est de définir la brand promise, comment on se différencie, quelles sont les 3 valeurs clés que l'on veut promouvoir au travers de l'expérience client, et ensuite quels sont les principes d'expérience client qu'on met en place pour faire en sorte que toute la communication, tout ce qu'on met en avant sur l'expérience de marque soit vécue et soit cohérente. Si on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas foncièrement et qu'on n'arrive pas à délivrer, c'est là qu'on s'expose déjà au plus gros risque et à la plus grosse déception. Et on s'est du coup recentré pour faire en sorte que tous les services, tous les produits, tout ce qu'on développe est autour de 4 valeurs d'expérience client pour que le client se trouve
ou rassuré, en confiance, ou inspiré, parce qu'il est dans une marque visionnaire, ou réjoui de l'expérience qu'il a eu satisfait. Et à chaque fois qu'on développe quelque chose, on essaie de connecter avec ce sentiment du client. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a aidé à, encore une fois, focuser, parce qu'on avait ce risque de se disperser de trop. Et c'est là où on connecte avec l'expérience client au niveau de la concession, le best retailer in town, où tout ce qu'on fait doit être cohérent avec ces valeurs-là. Ce qu'on a essayé de faire beaucoup également, c'est qu'on est passé de on collecte de la data à on travaille la data et on en fait quelque chose. Et c'est là où a été notre principale évolution. C'est qu'on est passé de data collector à data processing et maintenant à data analyst. Donc on a, avec deux marchés principalement, l'Italie et l'Espagne, on est maintenant dans le data profiling pour pouvoir être prédictif dans le besoin du client. Et ça, c'est vraiment la partie innovante où maintenant, on est vraiment capable d'anticiper pour à la fois communiquer mieux et moins. Le client ne souhaite pas, en tout cas c'est l'observation qu'on a fait, être surexposé, être sollicité par la marque. Donc comment on intervient au bon moment, avec le bon message, c'est là où l'innovation permet vraiment de devenir plus chirurgical, plus précis et plus sobre, je dirais. La sobriété, justement, qui fait partie des 3 volets, si je puis dire, qui sont travaillés à l'Europe notamment dans cette dimension de la relation et de l'expérience client. Vous déclinez ces 3 volets justement sur trois plans. Tout d'abord, effectivement, la notion de self-care, la notion de sobriété aussi que vous venez d'évoquer, et puis également sur une notion d'écosystème. Est-ce que vous pourriez justement nous partager quelques projets, quelques perspectives Toyota au service notamment du self-care? Moi, j'ai une obsession avec les pays. On voit qu'on a une relative bonne stabilité de nos KPI de satisfaction client, que ce soit en vente ou en après-vente. Et sur les 20 dernières années, on est plus ou moins aux alentours de 82-85%. On peut toujours faire mieux, c'est la culture du Kaizen. Néanmoins, si on observe 20 ans de stabilité, ce n'est pas là où doit porter l'effort. Là où doit porter l'effort pour nous, c'est vraiment dans ceux qui sont pour la première fois exposés à la marque. Donc on va dire les prospects ou les nouveaux consumers. Le top 5 européen automobile, 4 du top 5 n'étaient pas dans le top 5 il y a 4 ans. Donc c'est très rapide la vitesse à laquelle on peut sortir du top 5, à la vitesse à laquelle on peut aussi y rentrer. Mais ça veut dire que tous ces clients qui ont acheté une de ces 4 marques il y a 4 ans, qui sont maintenant en position de renouvellement, vont forcément se tourner vers des nouveaux acteurs qu'ils vont découvrir pour la première fois. Comment on a une seule fois l'occasion de donner une première bonne impression, comment on ne crée pas de dissatisfaction avec ses prospects. Donc on investit beaucoup pour faire en sorte que le best return in town, c'est tout simple. L'idée de Akio Toyota était de dire « je m'en fous d'être numéro 1 mondial ». En revanche, si j'ai un bon dentiste dans la ville qui me fait pas mal et qui me soigne bien, lui, je vais m'en souvenir et je vais rester fidèle à ce dentiste. Nous, on veut être le meilleur dentiste dans chaque ville. Et la somme de la bonne expérience avec mon dentiste local fait qu'on sera numéro 1 global. Donc comment on fait que ces nouveaux clients qui vont dire pour la première fois chez le dentiste, c'est toujours un peu anxiogène, hein, je vais découvrir, je vais avoir mal, je vais pas avoir mal, je vais être détendu, bien soigné, etc. Comment on multiplie ça? Et donc c'est là où nous, on investit beaucoup sur le prospect pour faire en sorte que cette première connexion avec la marque puisse être facile, transparente et engageante. Ça, c'est l'aspect conquête. Le deuxième aspect, je le disais juste avant, c'est l'aspect sobriété. On parle beaucoup de sobriété énergétique. De la même manière, on était toujours un peu dans l'obsession de communiquer beaucoup, de rester en contact, d'envoyer beaucoup de contenu, sans vraiment se soucier de est-ce que ce contenu était pertinent et était bien accueilli. On essaye vraiment de mutualiser les customer journey, donc avec l'ensemble et ça c'est l'autre défi, l'ensemble des entités Toyota, parce que Toyota c'est la vente, mais c'est aussi le service financement, les assurances, ça peut être le service après-vente, ça peut être la vente. Donc d'un point de vue industriel, on est plein d'entités qui résonnent un peu en silo. D'un point de vue du client, c'est toujours une seule marque. Comment on fait en sorte qu'on mutualise l'ensemble des customer journey de toutes les entités de Toyota pour faire en sorte qu'elles soient vécues de manière cohérente par le client. Donc c'est là où on investit beaucoup avec un challenge qui, je suis sûr, n'est pas que le nôtre, One Single ID. Comment on arrive à avoir une seule identifiant client
avec, ça peut être la même chose d'ailleurs pour Orange, j'imagine. Vous avez les propriétaires et les utilisateurs. Comment on fait en sorte de les reconnaître pour qu'on puisse avoir, avec l'individu en face de nous, le bon discours et la bonne traçabilité des touchpoints qu'on a avec ce profil. Donc là, on est en train de mettre en place un gros programme pour, avec l'intelligence artificielle, effectivement, avoir enfin quelque chose à 98% fiable sur je détermine un identifiant unique pour l'utilisateur. Donc derrière, effectivement, toutes ces questions de personnalisation qui nous amènent peut-être sur le point que vous évoquez sur l'écosystème, le fait d'arriver à travailler, j'allais dire en meute, et vous m'en passerez l'expression, mais voilà, d'avoir une cohérence. Sur la sobriété, vous l'avez évoqué également. Merci pour tous ces points. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de basculer dans le temps de questions-réponses si vous avez des questions, et je ne doute pas qu'il y en aura effectivement sur la plateforme également. Alors là, je vois déjà Christophe qui lève la main. Hop, du coup, je vais te passer. Merci. Bonjour Monsieur Gambard. Je m'appelle Christophe Ferrari. Je suis désolé, c'est pas fait exprès, mais... Et c'est un ancien de Renault. Et en plus, j'ai travaillé dans l'automobile, mais bon, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais je le fais à chaque fois, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas aujourd'hui. C'est pour ça que je le fais pour toi. Oui, je sais bien. Non, c'est une question très simple. Quand on vous écoute parler, on ne vous entend pas forcément parler de produits. Et dans l'inconscient collectif du conducteur, l'innovation, c'est d'abord le produit. En quoi vous faites le lien entre l'innovation produit et l'innovation client? Alors, on était aujourd'hui sur le thème de l'innovation dans la relation client. C'est pour ça que j'ai positionné plutôt là-dessus. Évidemment, le produit reste au cœur. Et quand on a un beau produit, c'est incroyable comment le reste de la vie devient plus facile. Et on a eu des périodes moins porteuses que celles qu'on vit actuellement. Donc, on sait faire la différence et on sait reconnaître en ce moment, en l'occurrence, que toute cette vague de l'électrification qui apporte aussi de nouveaux besoins clients, nécessite d'avoir une autre posture dans la gestion de la relation client. Par exemple, l'arrivée du véhicule électrique est excessivement anxiogène. Globalement, pour tous les constructeurs qui ont mis à la route des véhicules électriques, c'est 30 points de satisfaction client en moins. Parce que comment je recharge? Où je trouve la borne? Est-ce que la borne est bien disponible? Est-ce qu'elle est accessible? Quel est le temps d'attente? La fiabilité, tous ces nouveaux champs de l'expérience client fait qu'en amont, on doit être sûr que l'écosystème qui va être proposé à partir de l'app qui va identifier tout ça, c'est des problèmes qu'on n'avait pas du tout avec la voiture conventionnelle. Un autre point, par exemple, la régulation sur les normes de CO2. On était beaucoup sur je mets à la route les véhicules qui émettent le moins de CO2 possible par kilomètre. C'était une norme, on était homologué, mais après l'utilisateur se fout complètement de savoir s'il émet 102, 105, 108. Maintenant, avec le monde électrique, on émet une autonomie en kilomètres, et c'est la norme pour homologuer le véhicule. Sauf que là, ça devient un KPI extrêmement important, parce que quand on est au bord d'un véhicule électrique, on veut savoir exactement le nombre de kilomètres qu'il nous reste à faire. Et ça, toute cette partie-là, c'est un nouvel impact sur la relation client. Donc oui, il y a une corrélation très forte entre le produit, l'innovation qu'il porte, mais ce qu'il engendre comme nouveaux besoins et comme nouveaux services associés. Tout le contenu éducatif que l'on est obligé de produire, on produit aujourd'hui 30 fois plus de contenu éducatif que ce qu'on faisait il y a 3 ans. Et donc toute la communication sur le digital, toute la communication sur les plateformes pour porter assistance et développer, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner avant, ce qu'on appelle nous le self-service. On ne peut pas répondre aux nouveaux besoins en multipliant les postes en concession ou sur les plateformes. Ça serait un coût humain et un coût d'investissement qui serait complètement déraisonnable. Ça veut dire qu'on doit être capable en amont de développer du contenu éducationnel, de pouvoir faciliter le self-service pour que le client puisse trouver sur ses applications, sur le site, les questions essentielles auxquelles il se porte et d'arriver en soutien quand on n'a pas pu fixer tout en amont. Donc il y a une franche corrélation et on est loin d'être au bout de nos efforts sur le sujet. Je vois une question dans le fond. Hop. Si vous pouvez passer le micro derrière.
Merci, bonjour, Jean-Bert Buchet, Groupe Atlantique. Vous aviez évoqué dans le... Non, il y a un sourire parce qu'il y a une personne qui c'est dans le fond. derrière qui attendait. Non, mais Jean Ouais, Robert, moi, je suis au fond. Tu es le bienvenu, tu vois. Va au fond des choses, effectivement. J'y vais quand même ou pas? Ah non, tu. C'est vrai, je t'y autorise, tu vois, grand prince. Vous avez parlé dans l'expérience client de 3 valeurs clés et des principes. Vous pouvez les évoquer ou c'est quelque chose de très secret? On ouvre le capot. Non, c'est pas très secret, mais en fait, on a fait, quand j'ai pris ce poste, on a fait une expérience assez simple. On a demandé à nos pays de définir la marque. Et on est arrivé à peu près avec un nuage de points qui devait rassembler une trentaine de valeurs. Si on doit définir Toyota avec un mot, pour certains c'était hybride, pour d'autres c'était fiabilité, pour d'autres c'était qualité, pour d'autres c'était innovation, mais on n'avait pas un langage commun qui permettait de bien définir le territoire de la promesse client. Donc on a fait ce premier étage-là pour faire en sorte que quand on va en communication, toutes nos communications délivrent à chaque fois un des 4 messages qu'on a ciblés. Et après, quand on est allé plutôt au niveau du travail de l'expérience client, c'est pareil, on n'avait pas une promesse de marque. Par exemple, Lexus, qui est la marque premium du groupe, sa positionnement et sa promesse de marque était très simple, c'est Omotenashi. Omotenashi en japonais veut dire je devance les attentes du client et je le reçois comme si c'était un guest à la maison. Et quand on est dans notre univers de marque et qu'on demande à n'importe quelle personne travaillant chez Lexus comment il définit l'expérience client, il était capable de donner cette réponse unique. Donc on a fait la même chose au niveau de Toyota pour bien cibler ce qu'était l'expérience client. Et on a défini ce qu'on appelle le Let's Go Beyond. Beyond Expectation, c'est comment j'anticipe les attentes du client pour toujours délivrer le petit wow moment qui fait qu'on a touché le cœur, on se souvient toujours de quand on a touché le cœur du client. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, mais quand j'étais avec Hervé et Hélène à la relation client, il n'y a pas de plus client fidèle que celui qui a un problème avec la marque. Si on traite le problème tout de suite et correctement. Donc comment on arrive à toucher le cœur du client pour faire en sorte que ce wow moment, dans ce qu'il va vivre et dans les principes, encore une fois, de l'expérience client quand on développe un produit ou un service, va être en cohérence avec les valeurs qu'on prétend défendre. Donc c'est cette organisation matricielle qu'on a organisée avec à chaque fois au milieu la manière dont ça va être ressenti par le client. Donc c'est je dois être en confiance, je dois être inspiré, je dois être delighted, on va dire réjoui. Et le 4e me manque ce matin, mais ça va me revenir. Et je vous confirme que ce matin, quand je suis venu en taxi, mon chauffeur m'a dit que Deutsche Qualität, c'était fini, c'était une mauvaise réclamation, et qu'il avait déjà commandé sa Lexus. Voilà, parce que tous ses confrères de taxi avaient dit que voilà, la relation client Toyota, c'était la certitude d'avoir un ange gardien quand le problème arriverait. En parlant de taxi, je fais 10 secondes de promotion. La France et Paris est la seule capitale dans le monde à avoir la première flotte de taxis hydrogène. Vous allez voir les Mirai. Donc Mirai veut dire futur en japonais. Donc il y a à peu près 500 voitures ou blanches ou bleues qui circulent dans les rues de Paris, qui sont des voitures électriques mais à propulsion hydrogène. Donc si vous avez l'occasion de devoir prendre ou de prendre un taxi, s'il vous plaît, considérez l'expérience hydrogène. C'est 0 émission et en plus sur la 2e génération, on aspire du CO2 et on le recycle pour améliorer la qualité de l'air. Donc on est vraiment sur le Beyond Zero parce qu'on fait plus que ne pas émettre, on décarbone, on améliore la pollution ambiante de l'air. Donc première flotte de taxis dans le monde et c'est une fierté de Toyota. Donc s'il vous plaît, i7Co, Hype, tout ça, c'est l'expérience du taxi telle que vous l'avez jamais vécue. Donc on n'a plus qu'à vous inviter à rouler. 10 secondes, mais... Du coup, il ne vous reste plus qu'à vous inviter à rouler. Une question. Voilà. J'ai pris le micro, maintenant je le garde. Bonjour, Steve Dussolier, Andy Call. Il y a une question que je voulais vous poser. J'ai l'impression que dans l'automobile, ce qui est compliqué, c'est de s'assurer de la symétrie entre le concessionnaire, la marque, la vente, l'après-vente, parce que l'après-vente, c'est souvent le moment de vérité. C'est quand on a un problème qu'on voit comment ce problème est traité. Justement, vous le dites très bien, c'est justement ça qui fidélise un client. Alors quand on achète le véhicule, pour le vendeur, tout va toujours très bien se passer, ça se passe souvent très bien. Par contre, la difficulté, c'est après. Comment vous assurez de cette symétrie de continuité dans les différents cycles de vie du client ?
Une réponse en deux temps. Il y a un truc qui est très choquant en ce moment pour nous, c'est qu'on a des disrupteurs qui arrivent sur le marché et qui révolutionnent tout ce qu'on considérait comme des certitudes depuis des années. Je vais prendre un exemple que je citais tout à l'heure, mais Tesla arrive massivement. Ils n'ont pas les infrastructures et les réseaux établis comme les marques établies depuis 30 ans. Du coup, quand ils doivent livrer un véhicule, ça se passe des fois sur le port d'Amsterdam. Il y a 3000 voitures qui sont sur un parking. Vous arrivez, bonjour, véhicule rangée 17, place numéro 23, voici les clés, et vous trouverez une petite vidéo qui va vous expliquer le fonctionnement du véhicule. Et ça marche. Force est de constater que ça marche, et que l'attente du client, ou en tout cas ce qu'il est prêt à accepter de cette marque, et révolutionne complètement ce que nous, on pensait comme étant vital, puisque nous, ça fait 30 ans qu'on essaye d'organiser les livraisons dans un endroit cosy, chaleureux, dans lequel on va expliquer les fonctionnalités du véhicule, on va remettre un petit bouquet de fleurs, une bouteille de champagne, et à chaque fois qu'on fait ça, on a l'impression qu'on délivre et qu'on touche le 7e ciel. Donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'expérience Figital, donc ce qu'on promet sur le web et ce qui va se passer en concession est cohérente, et qu'on n'a pas trouvé d'autre solution pour le moment que la formation et l'engagement des employés. Désolé, c'est pas très innovant, c'est pas très révolutionnaire, mais à part ce fameux programme dont vous avez entendu qui s'appelle le BRIT, donc le Best Retailer in Town, qui fait que tous les pays et tout le cadre, l'encadrement de chaque concession est engagé dans un programme de formation pour les sensibiliser sur l'importance de cette expérience client. Et en répétant, en les amenant dans les valeurs de la marque, en leur faisant toucher la culture japonaise du service, etc., on arrive encore une fois à toucher leur cœur et à se dire « vous êtes ambassadeur d'une marque qui fait bien plus que vendre des voitures. Et vous êtes unique. Et pour nous, vous êtes les bons ambassadeurs de cette expérience client. » Donc, juste en les motivant, juste en les fidélisant à la marque et en évitant qu'ils passent chez Opel, Fiat, Volkswagen demain et qu'ils deviennent des multicartes, on arrive à avoir une relative meilleure cohérence de cette expérience client. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'à côté de ça, il y a des disrupteurs qui arrivent, qui sont les Chinois, qui sont les Tesla, et qui, quelque part, bousculent les codes établis. Comment on s'adapte et comment on est aussi capable de dire « je vais livrer le véhicule à domicile ». Et tout ce cérémonial qu'on considérait comme si important, on s'en fout, on est pragmatique, on apporte un service, c'est convenient, c'est pas forcément waouh, mais ça répond à l'attente de certains types de clients. Des questions, et une question qui m'a été envoyée par SMS, et également au niveau de Toyota, la manière qui est une entreprise qu'on peut imaginer peut-être à tort, assez standardisée, cette quête justement du zéro défaut. Comment on arrive justement à articuler à la fois peut-être une origine très standard pour aller justement jusqu'à la personnalisation, en fait, qui peut paraître un peu presque schizophrène, c'est-à-dire tout est standardisé, on essaie de tout maîtriser, et en même temps on donne les clés du camion au terrain pour pouvoir justement faire vivre une expérience qui va être, on l'espère en tout cas unique, singulière, cette fameuse empreinte relationnelle que nous cherchons. C'est là où on continue d'investir sur les hommes et sur les distributeurs. Or, la distribution automobile est en train de muter énormément. On passe du statut de concessionnaire au statut d'agent. Donc, en l'occurrence, l'agent, c'est quasiment le statut de la franchise. On essaye de tout standardiser. Mais avec le risque, et c'est pour ça qu'on ne va pas vers ce modèle agent, de ne pas responsabiliser l'opérateur qui va réaliser l'expérience client. Et c'est, encore une fois, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de fédérer autour de valeurs et de responsabiliser avec un projet et avec des process simples. Là où je pense qu'on a encore à progresser, c'est vraiment dans la standardisation des process. Et toute la chaîne informatique qui permet de standardiser le process pour faire en sorte que tous les basiques, tous les fondamentaux sont respectés et qu'il ne reste plus que l'aspect relationnel, émotionnel qui va apporter le wow effect, il faut qu'on laisse ça par la motivation et par la formation des hommes. Donc il y a le côté standardisation par les process, les outils qui permettent de délivrer les attentes minimum, et le delta en plus, c'est l'expérience humaine qui, pour le moment, chez nous, reste la valeur différenciation pour la marque. Très bien. Donc là, est-ce qu'il y a des questions? Une question
Hop, je vais vous passer mon micro. Bonjour, Olivier Roche, FCB. Vous en avez parlé juste avant, mais comment vous expliquez le succès de Tesla et que le fait qu'il vous ait un peu volé la palme de l'innovation? Alors, c'est une bonne question. Alors, l'électrique est arrivé poussé par la régulation, principalement européenne. Il faut savoir que le pourcentage de véhicules électriques est le plus fort en Europe par rapport à n'importe quel continent. Et en Europe, on a 55 marchés, on a des marchés qui sont à 3% d'électrique, et on a la Norvège qui est à 80% d'électrique. Donc c'est largement une affaire qui est sponsorisée par les incentives gouvernementales. Il n'y avait pas jusqu'à récemment encore d'économie autonome sur le véhicule électrique. Et nous, Toyota, on ne peut pas se permettre d'investir et de lancer un véhicule juste parce qu'on pense qu'il y a une équation économique basée sur des incentives gouvernementaux qui sont là pour 2, 3, 4, 5 ans, mais qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Le dernier en date, la Suède était partie pour faire 30% de véhicules électriques. Arrêt au 1er juillet des subsidies gouvernementaux, le véhicule électrique est à l'arrêt. Aujourd'hui, 50% du marché européen, c'est des voitures du segment A à B qui se vendent à moins de 30 000 euros. Il n'y a pas de véhicule électrique sous les 30 000 euros. C'est un marché subventionné et on ne veut pas dépendre des subventions de l'État pour avoir une équation économique. Tesla est arrivé avec un positionnement très particulier sur le véhicule haut de gamme, qui est plus le territoire de jeu chez nous de Lexus d'ailleurs que de Toyota. Nous, on appelle ce qu'on est le mainstream. Sur aujourd'hui 19 millions de véhicules vendus en Europe, le marché premium, c'est 1,5. Nous, on joue sur le 17,5, Tesla est sur le 1,5. Donc, c'est un concurrent qui a révolutionné à bien des égards l'industrie automobile, dans la manière de produire, et ça c'est intéressant, dans la manière de réduire les coûts du véhicule électrique pour pouvoir maintenant, et là on rentre dans une nouvelle phase, la rendre plus accessible sans les incentives. Et c'est là où nous on arrive, parce que dès qu'on commence à avoir un business at scale qui ne dépend plus des subventions, mais qui peut trouver une équation économique, on arrive et on lancera en l'occurrence en 2025, on aura 6 modèles purement électriques en complément de la gamme. Mais on est aussi convaincu qu'en fonction du développement des infrastructures dans les pays, qu'en en relation avec le pouvoir d'achat des clients, on ne peut pas être mono powertrain, mono solution. On doit avoir, en l'occurrence, on aura 4 types de solutions. On aura l'hybride, on aura l'hybride rechargeable, on aura le véhicule électrique et on aura le véhicule à propulsion hydrogène. Parce qu'il n'y a pas un client, mais des profils de clients. Et par exemple, les taxis dont on parlait ont besoin d'avoir une autonomie journalière de 4 à 500 km. S'ils ont besoin de recharger pendant 6 heures, c'est 6 heures de temps de travail. L'hydrogène, je vais à la pompe, 3 minutes, et je repars pour mes 500-600 km d'autonomie. Donc il faut qu'on arrive à multiplier ça. Et Tesla a innové sur une partie du segment avec une technologie. Est-ce qu'elle va répondre à 100% des besoins des clients, qui est notre positionnement et qui est notre territoire de jeu, sachant qu'en plus, on est global et on n'est pas juste européen. Et quand on regarde le marché, que ce soit Middle East, que ce soit le North America, c'est encore, la véhicule électrique est encore très, très, très peu développée. Donc c'est pour ça qu'on y va moins vite. C'est pour ça aussi que d'un point de vue innovation, on a probablement un peu perdu de notre aura à cause de cette vision un peu plus globale. Mais c'est à nous de prouver, en gardant l'ensemble des solutions, qu'on est capable d'être pertinent et de continuer à innover, mais avec pertinence. Merci beaucoup. Une question peut-être de la plateforme. C'est pas la plateforme, c'est la tienne. Donc, j'ai bien compris que vous cherchiez à embarquer les pays dans un NPS extrêmement satisfaisant. Comment vous faites pour justement emmener toutes les équipes avec des cultures différentes, des mentalités différentes? Comment vous embarquez aussi justement vos collaborateurs dans cette innovation? On a donc développé ce programme BRID qui est en 4 étapes. Et la première étape passe, alors on n'emmène pas tous les collaborateurs, mais on emmène tout l'encadrement au Japon pour une semaine de découverte de la culture japonaise, de Toyota au Japon, mais aussi de la société japonaise. Et je vous promets que quand vous avez vécu ça une fois, il y a une bonne partie du boulot qui est fait.
parce que du coup, on revient, j'ai vu des expériences très fortes, notamment avec la Russie, avant qu'elle ne tombe dans la situation qu'on connaît. Mais la distribution en Russie automobile est faite de multimilliardaires qui représentent à peu près toutes les marques. Et ils sont venus, donc le groupe Toyota est venu au Japon pour s'imprégner de la culture du service, de l'humilité, de ce que veut dire omotenashi, etc. Et à la fin, quand on leur demande de faire le report out de leur semaine et de délivrer qu'est-ce qu'ils ont appris et comment ils vont transformer leur management ou l'organisation pour intégrer les principes Toyota, certains pleuraient. Tellement ça avait été quelque chose de personnel, d'émotionnel. Et une fois qu'on a touché le cœur, encore une fois, le reste suit. Donc l'investissement dans la formation et dans la découverte de la marque, de son histoire, des valeurs qu'elle porte, on a la chance de travailler dans une marque qui a des tonnes d'histoires à raconter, que ce soit de son histoire, que ce soit sur l'innovation, que ce soit sur les partenariats. On a défini il y a 4 ans un partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. On est également partenaire des Special Olympics et on se sert par exemple de ce partenariat pour dire « Start your impossible ». Parce que tous les gens qui ont vécu un drame dans leur vie en perdant une jambe, un bras et qui se sont reconstruits par les valeurs du sport en s'entraînant, en faisant en sorte que chaque effort les aidait à devenir meilleurs, quand vous exposez les athlètes à l'ensemble de la communauté Toyota, qu'ils partagent leur histoire. Petite anecdote, on était avec Hervé et Hélène d'ailleurs, 2017, où on présentait l'équipe des athlètes paralympiques de Toyota France qui allait nous représenter. Et l'un des champions, qui s'appelle Alexis Anquincan, qui est 6 fois, je crois, médaillé olympique de triathlon, pardon, raconte, ben ouais, voilà, il m'est arrivé ça, je travaille chez Bouygues, j'ai eu un accident du travail, j'ai dû me faire amputer. Et je me suis reconstruit, je suis devenu l'athlète que je suis. Et la dernière fois, à Noël, mon fils, de petit garçon de 5 ans, a dit « Papa, quand est-ce que j'ai ma prothèse ?» Parce que pour lui, et quand vous entendez ça et que vous êtes en communication avec ça, encore une fois, le cœur a travaillé, le reste suit. Donc voilà, investir, partager et avoir des histoires. On est des storytellers. Pas dans le sens on fake ou on ment, dans le sens on partage des choses émotionnelles. C'est la dimension supérieure qui fait que je n'envisage pas 2 secondes travailler ailleurs que chez Toyota. Je porte trop de valeur, la marque porte trop de valeur, et quand on en est fier et qu'on partage ça avec l'ensemble des gens qui représentent la marque, on a quelque chose en plus. Le samedi soir, quand on est dans un dîner de famille et qu'on dit « ça va comment chez Toyota ?», je suis sûr que j'ai plus à raconter que la plupart de mes concurrents. Ouais. J'entends les concurrents. Et une question, alors du coup Mathieu, c'est toi qui as la plateforme peut-être ? Oui, c'est ça. Bonjour, l'image de marque elle est souvent représentée dans l'automobile par les concessions. Et comment est-ce que vous assurez d'avoir une expérience client qui soit homogène, que l'on soit à Lille, à Marseille, à Paris, à Nantes ? Alors on a des standards, donc on écrit ce qu'on veut, on l'explique, et après on les audite aussi. Mais on s'assure souvent et surtout qu'elles sont adoptées. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, je voulais dire quelque chose. Standardisation, personnalisation. Non, et c'est là où on a voulu aussi se innover, se réinventer. On a engagé en même temps que ce fameux programme BRID dont vous avez entendu plein de fois, une nouvelle organisation des concessions pour quitter un peu cet ancien monde avec une organisation par silo où je vais voir mon chef d'atelier, je vais voir mon vendeur, où je vais voir... Et on a mis en place une nouvelle organisation qui s'appelle Frontline of Tomorrow, donc l'organisation front office, qui permet de simplifier et d'être un peu moins dépendant de cette organisation très tournée vers le constructeur et pas tournée vers le client. Avec ça, on arrive à avoir des profils qui sont un peu moins experts et qui sont beaucoup plus on va dire, tournés vers le client avec une programme de formation qui permet de fidéliser. Donc, à part l'adhésion, les process, les outils pour faire en sorte de standardiser et faire en sorte que le parcours client est fléché, donc on ne les laisse pas complètement à l'abandon, la manière de livrer, de prendre une commande, de prendre un rendez-vous, etc. Tout ça est mappé dans un parcours client qu'on reflète dans les outils, que ce soit sous tablette, que ce soit sur l'ordinateur.
et on ne laisse finalement à la charge des concessions que la partie, le sourire du client, le sourire en plus. C'est la partie émotionnelle. Ce n'est pas une mince affaire, c'est là que la dimension formation et motivation rentre en ligne de compte. Donc il y a standardisation, et puis le reste, ça ne vient que par l'humain. Merci beaucoup. Puis je reçois là. N'hésitez pas à poster plutôt sur la plateforme. Je reçois des messages de certains d'entre vous, donc je ne sais pas si c'est des timides, qui fait l'articulation entre Kaizen et réclamation. Est-ce que vous y voyez un lien? Qu'est-ce que vous suggéreriez? Ce sera peut-être la dernière question. Comment, à partir est-ce que les réclamations sont embarquées dans vos Kaizen et comment? C'est un truc sur lequel on peut mieux faire parce que à peu près toutes les marques disent on met le client au centre de la stratégie. Je peux vous dire la même chose, mais je ne pense pas qu'on va être très différenciation. Comment on fait en sorte que 100% de la réclamation va être portée au cœur du comité de direction pour que la voix du client soit vraiment représentée? Franchement, on n'y était pas encore. Bien qu'on soit très centré sur la relation client, il y avait cette cellule relation client qui accumulait et qui concentrait les 5% de ce qui ne va pas, mais n'empêche que pour eux, 5%, c'est le 100% de leur quotidien. Donc ce qu'on a fait assez récemment, ça date, on va dire, il y a 2 ans, on a consolidé d'une même plateforme, un même système, l'ensemble des remontées clients, que ce soit côté produit, côté Toyota Financement, côté Toyota Assurance, côté Kinto, qui est notre service de mobilité, pour les agréger en un même endroit. Et on a créé avec la direction qualité produit un steering committee dans lequel tous les mois on concentre la voix du client et on la met au cœur. Le patron de la région, donc le patron de la région Europe, est Chief Quality Officer au niveau monde, donc il doit représenter aussi. Et on a finalement toute une espèce d'escalation process qui permet que toute la data qu'on a accumulée, elle est analysée, traitée par le comité de direction en région et elle est reportée au Japon quand il y a des problèmes un peu plus graves sur le produit et qui sont du ressort du Chief Engineer. Donc réussir à positionner la voix du client au sein du comité stratégique, je ne sais pas si vous y êtes arrivé, mais nous, ça n'a pas été un chemin aussi facile que ça, et d'être vraiment dédié à fixer les problèmes basiques, encore une fois, et pas ce qu'on anticipe comme étant un futur problème, les problèmes d'aujourd'hui. Ça nous a demandé un peu d'effort et on peut encore mieux faire. Très bien. Écoutez, un immense merci pour ce témoignage. Merci de votre attention.